Un. Bonjour tout le monde, André Fauteux de la Maison du 21e siècle, le 19 juillet 2023. Très, très heureux de retrouver André Bellil, cofondateur, directeur de l'AQLPA. Ouais, cofondateur et maintenant, ça fait quelques décennies, hein, dans juillet 82. 82, hein? Ma foi, j'étais encore en sciences politiques à l'époque. Racontons un peu justement l'histoire de l'Association québécoise de lutte à la pollution atmosphérique. C'est les pluies acides à l'époque, au début? Ouais, il y a très longtemps, là, en 82. Ah bon, OK. En 82, ben, j'ai eu l'idée de fonder, ou j'ai lancé l'idée de fonder un premier groupe d'éducation populaire à l'environnement, parce que la question des pluies acides, puis là, il faut se remettre au tout début du mouvement environnemental. En Euh, 82, on n'en parlait à peu près pas. Et malheureusement, ben, comme il n'y avait pas de groupe écolo ni d'écolo, ben, ça faisait que ce dossier-là, à peu près personne ne savait de quoi il en tournait. Et en même temps, les médias, là, c'était pas quelque chose qui était, comment je pourrais dire, qui était tellement attirant. Là, c'était compliqué. Puis, bon, fait que pour finir par en faire quelque chose, j'arrivais à proposer à différentes personnes, dont mon ami Alain Brunel, cofondateur avec moi. Ben, il y avait Bruce Walker, que peut-être tu te souviens, Bruce Walker de ah, Stop, ouais, j'ai connu. avec qui ben là, j'avais lancé l'idée qu'il faudrait commencer par être capable de faire comprendre aux gens de quoi on parle si on veut leur appui, faire changer les choses. Fait que c'est comme ça qu'est apparue l'idée de la QLPA, groupe d'éducation populaire, mais en même temps, groupe d'action. Parce que ce qu'on voulait, c'était obtenir, puis ça, c'était dès la fondation de la QLPA, obtenir un minimum de 50 de réduction de l'anhydride sulfureux, SO2, et de 50 des oxydes d'azote NOx. Ce que finalement on obtiendra, là, mais ça a été une longue bataille jusqu'en 94. Et c'est un peu la preuve que les combats environnementaux ne sont pas toujours perdus. La QLPA, vous en avez gagné beaucoup de batailles. Mentionne les plus grandes, comme la centrale du Suroît, entre autres. Ouais, ben, merci de me poser la question, mais moi, je remercie beaucoup le bon Dieu puis tous mes collègues, là, parce que, bon, en commençant par ma femme Jocelyne, Jocelyne Lachapelle, mais tout le monde, oui, on a eu de nombreuses victoires. En fait, j'ai le plaisir de pouvoir me dire que toutes les batailles qu'on a menées, on les a gagnées. On les a gagnées parce que les gens comprenaient de quoi on parle, comprenaient les enjeux et surtout, là, on disait aux gens, ben, si vous êtes d'accord avec nous que ça, c'est un problème sérieux et qu'on doit agir, ben, voilà ce que nous proposons. Et là, dépendant de tous les dossiers, là, ça changeait, mais les solutions étaient généralement, on se débarrasse des combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz. On se débarrasse là, de procédés industriels là, qui sont obsolètes. Là. L'exemple de la Noranda qui est devenue Glencore, ben, elle n'a pas changé depuis 1928, mais on avait réussi quand même à l'époque, là, en 88, avec le ministre Clifford Lincoln, à obliger la Noranda de réduire ses émissions de SO2, à l'hydride sulfureux, et d'NOx et de particules, ce qu'ils ont fait, mais après, on a laissé faire. Après, on a comme oublié. Nous, on a eu le beau revenir, là, c'était plus à la mode. Ce qui était à la mode, c'était la crise. Ben, en fait, on parlait de changement climatique et tout d'un coup, les médias n'avaient plus d'intérêt là, pour la qualité de l'air. Nous, on trouvait ça bien fâchant, mais c'est comme ça. Ben, on le voit cet été avec les feux, ça va ensemble, tous ces combats-là. Ben Tu voilà. mentionnes la Glencore, c'est loin d'être réglé. Les gens qui vivent proches des usines, c'est toujours tu sais, l'économie ou l'environnement, hein, mais les gens ne comprennent pas que la santé publique, c'est l'économie, ça coûte une fortune, les maladies. Mais écoute, la semaine dernière, les pesticides, il y avait un gros dossier dans le Journal de Montréal, toutes nos rivières polluées, ça revient périodiquement. Alors, j'écris à des gens comme Sébastien Sauvé et Louise Vandelac, puis je dis, ben, c'est drôle, on parle des pesticides dans l'eau, puis que c'est pas bon pour les animaux, mais on parle pas des humains qui vivent sur les fermes, autour des fermes. Et Louise m'a répondu, je vais le publier cette semaine, mais les gouvernements ne veulent pas qu'on fasse ces études-là. Quand ils demandent
Moi, j'ai commencé ma carrière en 95. J'ai rencontré Jean-Dominique l'évêque René qui avait le cancer, l'informe dans notre chiquinier. Je suis allé à Sainte-Justine. Il vivait à l'île Bizarre, entouré de golfs et de fermes. Sa mère mettait du 2-4D comme tout le monde sur la pelouse. Elle a eu une tumeur quand elle a échappé sur un grain de beauté sur sa cuisse, imagine-toi. Et ils avaient 4 fois le taux de cancer infantile moyen au Québec à l'île Bizarre chez les enfants. Personne ne fait ces études-là au Québec. Euh, Moi, je te demandais de parler de chauffage. On va arriver à la biénergie tantôt, mais c'est quoi ta lecture aujourd'hui d'où nos politiciens sont rendus, commençons par le gouvernement Legault, en matière de pollution, santé publique, environnement? Ben, là, on a comme comment je faisais, deux exemples navrants. Le plus navrant, le plus choquant, c'est vraiment au fédéral où on a joué double jeu à nous faire croire depuis longtemps qu'on était sérieux dans la lutte contre le réchauffement planétaire, la crise climatique. Et là, ben, on a élu un sauveur du climat qui devait tout régler. Mais tout ce que ça a réussi à faire au fédéral, c'est d'endormir tout le monde, de geler l'action. Hein. On n'a jamais réduit nos émissions. Maintenant, on le sait. Nos émissions par rapport à 1990 ont augmenté de 20 et on devait les avoir réduits de 20 au moment où on se parle. Donc là, c'est complètement le contraire. Ouais. On est passé de 1990, le Canada était le 12e producteur de pétrole et de gaz au monde. Aujourd'hui, on est le 4e. Alors ça s'est passé avec le fédéral qui nous disait que là, on était des champions, les leaders, les plus fins, les plus déterminés dans la lutte au changement climatique, mais ça, c'est ce que j'ai toujours appelé le show business vert des éco-vedettes. Puis en même temps, tu parles du sauveur, tu parles de Stephen Guilbeault, rendu ministre de l'Environnement. Euh, Est-ce qu'il va démissionner un jour? Est-ce qu'il fait avancer Donc, les... je pense qu'il n'y a pas la dignité, il y a pas ces sentiments-là. Moi, ça fait longtemps que je le connais, puis tu sais, ça fait longtemps que je le dénonce parce que j'ai eu souvent l'occasion de voir qu'il disait exactement le contraire dans des rencontres de ce qu'il avait dit dans les médias. Souvent, et je me souviens d'une rencontre où nous, on disait, ben là, il faut réduire les oxydes d'azote qui proviennent principalement du secteur des transports. Donc, ça prend un programme d'inspection obligatoire des véhicules automobiles, comme il y a partout dans le monde. Et il s'était levé dans la réunion pour dire, ben non, on n'a pas besoin de ça. Quand on aura mis en place le plan d'action de lutte au changement climatique, on va réduire tous les gaz. Ben ça, c'était en 98. Le plan d'action, on ne l'a jamais vu. Les gaz ont toujours continué à augmenter. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Moi, quand les gens ont des véhicules qui ont 10-15 ans, ça pollue beaucoup plus, là. Ben oui, c'est connu. Tout est fonction de l'entretien. Puis là où on a obligé l'entretien des véhicules automobiles, là, puis qu'on est sérieux avec ça, ben on se rend compte que les automobiles peuvent durer beaucoup plus longtemps en respectant les normes du fabricant. Ben là où on n'oblige pas l'entretien par l'inspection, ben c'est pas long. On le voit ici au Québec, là, les véhicules, là, c'est beau s'ils atteignent le 7 ans, mettons, avant qu'il y ait des problèmes d'émission importants, et ça correspond à la durée de la garantie des catalyseurs. Après ça, oublie ça. C'est ça, j'allais dire, souvent après 7 ou 10 ans, il faut payer. Ça coûte combien changer un catalyseur? Bon, là, ça dépend. Il y en a toutes sortes Tout de le modèles, modèle. toutes sortes de voitures, là, mais c'est entre, je dirais, 300 $ là, pour ce qui serait, on pourrait dire, standard, 300-400 $ à pas mal plus là, pour les voitures sport puis des véhicules plus gros. Là. Fait que ça revient à la conscience de chaque individu parce qu'il n'y a personne au Québec qui va te forcer à faire ça. C'est obligatoire aux États-Unis, ces tests-là? Ah ben oui, ça fait tabarouette, c'est quasiment incroyable. Dans la bataille sur les pluies acides, là, hein, on finit encore dans les années 80. Ben, il y a deux choses qui sont passées où les États-Unis ont marqué le pas. Ben, l'Europe suivait aussi, là, parce qu'il ne faut pas oublier que les pluies acides, la Scandinavie vivait ce problème-là aussi. Et on a appliqué à peu près les mêmes modèles aux États-Unis qu'en Europe, mais les États-Unis ont été les premiers. Et oui, ils Rappelle-nous, ont mis. rappelle-nous, les plus acides, c'est le soufre. Le soufre, il y en a dans le Ouais, diesel. On devait l'enlever ouais. complètement du diesel, du mazout, le soufre. Ben, c'était le soufre et l'azote, OK? Dès qu'on brûle des combustibles fossiles, là, pétrole, charbon et gaz,
ben, veut pas, on émet des oxydes d'azote, puis on est de l'anhydride sulfureux ou des oxydes de soufre. OK? Et dans les deux cas, ben, le soufre va se transformer en acide sulfurique au contact de l'eau et l'azote va se transformer en acide nitrique au contact de l'eau. Donc, dès que ça s'en va dans l'atmosphère, tant que c'est sous forme de gaz, ça voyage. Puis à un moment donné, ben, il y a de la vapeur dans l'atmosphère, hein, des nuages, c'est de la vapeur. Ben, dès que ça rencontre de la vapeur, ben, ça se transforme en acide. Et là, ben, ça cause les dommages que l'acide cause. On sait bien, hein, mettre de l'acide sulfurique sur nos culottes, on voit que ça fait. Ça continue aujourd'hui. Fait qu'il y en a, tout combustible fossile qu'on brûle, ça en produit encore. Oui, sauf que là, on est arrivé, et c'est un peu ce à quoi je t'amenais tantôt, quand les États-Unis, dans les années 80, ont décidé là, de devenir sérieux face au smog et aux pluies acides, ben, la première chose qu'ils ont fait, ça a été d'obliger tous les manufacturiers automobiles de munir les véhicules avec des catalyseurs trois voies. OK? Et bon, depuis le temps, là, ça s'est développé, on a les ordinateurs de bord, on a toutes sortes de choses, mais ils ont imposé aux constructeurs automobiles de réduire les émissions de façon importante. Puis avec les catalyseurs, bon, on est arrivé à réduire là, quand même de au moins 60 à 80 les oxydes d'azote sur les véhicules. Sauf que là, c'est tant que le catalyseur marche, donc il faut qu'il soit inspecté. Et là, ben, on brille ici au Québec là, par le contraire, parce qu'on a toujours dit pas besoin de ça. Ben, on a le payback automobile. L'Afghanistan fait mieux que nous autres, Simonin. Eh mon Dieu. Fait que souvent, on va blâmer les industries. J'imagine que les camions diesel en émettent plus, mais il y a pas mal plus d'autos que de camions sur les routes. Ouais, mais bon, là, il y a ça, on peut penser comme ça de prime abord, mais quand on regarde le millage parcouru, puis la consommation par véhicule, ben, on a beau dire que, mettons, au Québec, il y a 150 000 véhicules lourds, ben, en termes là, de particules, les PM2,5 et d'oxyde d'azote, ben, c'est le champion de toute catégorie, même s'il y a que 150 000 véhicules, ils consomment tellement puis ils roulent tellement C'est le camion. qu'ils sont la source principale. OK. Ben, c'est bon que tu parles des PM 2,5, les particules fines, là. 2,5 microns, qu'un micron, c'est un millionième de mètre. Quand on brûle du bois, c'est la même chose. Ces fines particules-là, moi, je le sais parce que j'ai 2 heures et demie au bord de l'eau à Saint-Adèle, là, depuis 25 ans. Puis je ne pensais pas chauffer au bois parce que j'ai tellement écrit sur les dangers. Il y a une chercheure de l'État de New York qui disait ça revient dans les maisons, dans ma maison, dans la maison des voisins, mais ils sont loin, on s'entend, là. Dans mon cas, je suis dans un boisé. Mais à l'occasion, il n'y a pas de vent, je suis en bas d'une vallée, tu sais, inversion atmosphérique. Rarement, même, ça revient la cheminée au nord, puis l'entrée d'air de l'échangeur d'air au sud, j'ai déjà senti la boucane. Et ces particules fines-là sont tellement petites qu'elles vont rentrer, aller jusque dans le sang, les poumons, le cœur, hospitaliser les gens. Donc, je suis très conscient, il faut que mon bois soit sec. Il ne faut pas réduire. Hier, je veux dire, j'écris sur le chauffage au bois. Et il y a un chercheur qui disait que, bon, aujourd'hui, on a réduit de 90 les émissions des nouveaux appareils certifiés EPA 2020. Ils ne sont pas encore obligatoires au Canada, mais ils sont obligatoires aux États-Unis. On est encore à 4,5 particules à l'heure, grammes à l'heure de particules fines au Canada, avec la norme CSA B415. Les États-Unis, là, tous les fabricants au Québec, ils me disent ils vont recertifier tous leurs appareils pour être en bas de 2,5. C'est extraordinaire parce qu'il y en a qui sont en bas de 2 grammes à l'heure, comme les poêles au granule. Mais ce que l'expert disait, c'est que c'est testé en laboratoire, dans des conditions idéales. Et en fait, quand tu réduis en bas de la moyenne, quand tu es faible moyenne ou au minimum d'entrée d'air, ben, tu vas émettre plus de particules quand tu étouffes un peu ton feu. Hein? Ben, Alors, c'est ça le problème des poêles à combustion lente. Hein? Tout le problème est venu à partir du moment où on a pensé, on a développé les poêles à combustion lente. Ça veut dire quoi, combustion lente? C'est que tu vas brûler à un feu plus bas, donc il va brûler plus lentement, mais il va moins bien brûler. Il va y avoir beaucoup plus de particules d'émis. fait que là, même, disons qu'ils sont certifiés à 3 grammes, on peut dire que ça pourrait être 6 grammes s'ils réduisent en bas de la moitié l'année d'air, mais c'est plus propre qu'autrefois.
mais Ouais. c'est 95 des appareils. Ben là, aujourd'hui, les nouveaux sont imposés par la province, la certification, mais quelles sont les villes qui ont réglementé, à part Montréal, qui impose le PA 2020? Dans le fond, Montréal, c'est en bas de 2,5 grammes à l'heure. Y a-t-il d'autres villes qui ont réglementé? Ben oui, il y a comme, bon, à moins que ça aurait changé, là, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais il y a plusieurs municipalités en Montérégie, comme Sainte-Julie, Saint-Bruno. Euh, il y a quelques autres municipalités là, dans l'ouest de la Montérégie, Hudson, du coin-là. Bon, mais c'est comme quelque chose, comme pour les voitures automobiles, hein, les gens ont comme peur de penser que là, ça va être la fin du monde si on impose cette réglementation-là. Mais finalement, il n'y a rien là. Les poils existent, on peut aider les gens. Puis on avait, nous, à la QLPA, un programme là, où on proposait aux gens des incitatifs pour justement se munir de poils plus efficaces. Ben, il faut le faire. Puis bon, on ne l'a pas fait parce que bon, la politique puis le courage là, ou la logique, là, ça ne se rejoint pas nécessairement fréquemment. Oui, effectivement. Donc, les villes que tu as nommées, est-ce qu'elles ont condamné tous les appareils qui ne sont pas certifiés CSA ou EPA? Ben, je sais que la Ville de Montréal avait condamné tout autre. Il n'y avait plus question là, d'ajouter de poids. Puis même un 2,5 n'aurait pas passé parce que là, il avait mis. Puis il faut voir là, si c'est vraiment appliqué. Comme je te dis, ça fait un bout de temps que je n'ai pas suivi l'affaire. Ben, il avait interdit l'ajout de nouveaux poils où que ce soit. Qu'il soit un 2,5 ou n'importe quoi. Donc, il était sérieux. Puis je pense qu'ils ont fait un bon travail. Mais depuis 2 ans, là, j'étais un peu. Ben, j'ai eu des aventures, des accidents puis des problèmes. Fait que j'étais un Oui, peu loin, là. oui, ben, je disais là-dessus, Montréal, c'est la seule ville au Canada, dans ma connaissance, qui interdit de chauffer au bois à moins que tu aies un appareil certifié 2,5 grammes maximum, là, en bas de 2,5 Et, grammes à l'heure. et Donc, ça, c'est on a tout pour compris. ceux qui avaient déjà un poêle. Tu n'aurais pas le droit d'en ajouter un si dans ta nouvelle maison, puis là, tu décides de mettre un poêle. Tu n'as pas la permission maintenant. Ah, même un Donc là, appareil c'était. certifié. OK. Ouais. OK. OK, donc ça, là, c'est vraiment là. Puis en plus, même si tu as ce qu'on pourrait appeler la clause grand-père qui te permet de te servir d'un poêle meilleur parce que tu en avais un avant, ben, tu as interdiction de l'utiliser lors des épisodes de smog. Donc, ils ont fait quand même un bon travail et ça, ben, nous, on ne Ouais. peut pas faire autrement que les féliciter, mais il y a encore tellement plus à faire, là. Puis pas juste au poêle à bois, là, on pense en termes de transport. Et bon, les combustibles fossiles, on n'en a pas fini. Non, en effet. Et là, c'est intéressant parce que je veux parler de bon, Hydro-Québec qui veut augmenter de 50 sa production d'électricité parce que la demande explose en ce moment. Ils viennent de se réveiller soudainement. Ils ont découvert un gros potentiel d'efficacité énergétique qu'ils ne pensaient pas qu'on avait il y a 2, 3 ans quand il y avait des surplus. Ça me Tu fait me rire. permets-tu, André, de te dire un petit quelque chose bien vite? En Oui. 1988, la QLPA lançait un appel à la mobilisation pour un débat public sur l'énergie parce qu'on était dans un contexte exactement semblable à celui qu'on vit présentement. Grande À un baleine. moment donné, on avait cru qu'on pouvait exporter aux États-Unis puis qu'il n'y avait pas de bout à ça, c'était payant puis c'était le fun, mais on n'avait pas tenu compte du réchauffement de la planète. Et on s'est rendu compte rapidement que les bassins de la baie James, qui sont immenses mais très peu profonds, ben, ils évaporent tellement vite que là, on s'est retrouvé à court d'énergie. Ben là, on revient pas mal dans la même affaire. Là, on a lancé des appels pour aller dans toutes les directions, supposément qu'avec la transition énergétique, on va pouvoir tout électrifier. Mais on a oublié la case de départ. Il faut d'abord réduire notre consommation. Et là, on encourage la consommation, donc on alimente le problème, puis on est revenu au même point qu'en 88 ou à peu près. Là, on veut faire notre part pour la planète et décarboner la Nouvelle-Angleterre, mais c'est nos besoins qu'il faut assurer avant tout. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, bon, je parlais à Christine Beaulieu, qu'on a fait des choses au Stade olympique ensemble, le ministre Fitzgibbon était là, ben, il a demandé, tu sais, peux-tu t'engager à ne pas construire des grands barrages? Puis il a dit non, on ne peut pas s'engager à ça. Puis d'après moi, je veux dire, c'est chose faite, il va en avoir d'autres.
Mais là, Michael Sabia et M. Fitzgibbon parlent même de nucléaire qui s'en viennent. Oui, oui. Ah ouais, ben là, il Nouvelle faut centrale. toujours se souvenir que les lobbies qui sont derrière, là, tu sais, ces grands projets-là, là, tu as un univers qui est créé autour de ça. Moi-même, j'ai travaillé à Bay James là, dans les années 70. C'était une bonne idée à ce moment-là de dire on va développer un bon potentiel hydroélectrique, mais ceux qui ont travaillé là-dedans, là, les Lavalin et compagnie, là, ben, des contrats comme ça, ils en veulent tout le temps. Fait qu'ils vont toujours trouver le moyen de nous dire qu'il n'y a pas moyen de faire autrement que d'ajouter des moyens de production. Ben aujourd'hui, on le sait qu'il y a moyen. Bon, on le fait la preuve avec le débat public sur l'énergie, quand Jacques Parizeau a reconnu qu'on pouvait très bien se débarrasser du pétrole et du gaz, donc il fallait oublier les idées d'utiliser le gaz pour produire de l'électricité. Même chose pour le nucléaire, il a été très clair là-dessus. Il avait même dit que pour un bon bout de temps, on pouvait mettre les rivières en banque, si on veut, à faire un moratoire sur la construction de grands barrages, parce que, d'abord, le développement de l'efficacité énergétique et la conservation de l'énergie, ben, on était au tout début de ça. Puis on n'a pas fait grand-chose, on en a parlé beaucoup. Mais pour dire, là, vraiment démontrer qu'on est qu'on est déterminé et qu'on va vraiment de l'avant, là, ben non, on ne l'a pas fait, cette démonstration-là. Il reste tout le développement des énergies renouvelables, solaire, éolien, bon, et tout ça, Jacques Parizeau le reconnaissait et c'est pour ça qu'il dit moratoire ces grands barrages, puis on en finit avec les combustibles fossiles puis le nucléaire. Mais Ben, qu'est-ce Parizeau qui a est déjà arrivé voulu. après? Mais il a Tout déjà de suite voulu. après, c'est nul autre que Lucien Bouchard et André Caillé qui ont tout fait dérailler. Ah ouais. Mais M. Bouchard, M. Parizeau est en faveur d'une douzaine de centrales nucléaires le long du fleuve à un moment donné aussi. Oui, ça, là, il y a comme, je ne sais pas si on peut appeler son chemin de Damas ou je ne sais pas quoi, Ouais. mais oui, dans les années 60, il proposait 22 centrales nucléaires dans la vallée du Saint-Laurent. C'est 22. pour ça que moi, je suis monté à Bay James, parce que comme un vieux hippie, ben, à l'époque, un jeune hippie, le nucléaire, c'était à proscrire, puis bombe nucléaire et centrale nucléaire s'avançant. Donc, il fallait empêcher ça. Et Ouais. le virage vers le développement hydroélectrique à l'époque a été une très bonne idée. Sauf que c'est ça, là, de la bonne idée est arrivée la mauvaise habitude de se dire, ben, c'est payant, on va se remplir les poches. Puis là, ben, on crée des besoins. Il y a tellement de sujets passionnants. Je veux partager un article, Gordon Edwards du Réseau canadien, groupement de surveillance du nucléaire. Il dit c'est pas vrai que les petites centrales nucléaires sont petites, ni propres, ni abordables. Ça va être, on va encore payer des milliards. Et comme tu dis, c'est encore les gens les lobbyistes. René Lévesque voulait réduire les contributions de l'industrie, mais l'industrie a toujours des moyens de rentrer, de parler au ministre. Moi, j'avais interviewé Guy Chevrette, François Gendron, quand il était ministre de l'Énergie, péquiste, puis c'était pour un Québec efficace, on allait maximiser. À un moment donné, on était, grâce à Négawatt Production, on aurait pu avoir un programme pan-québécois à base communautaire pour montrer aux gens comment économiser l'électricité, l'essence, l'eau. Puis, ils ont rien fait. Alors, c'est pour ça qu'il y a quelques années, Écohabitation a produit une étude vraiment intéressante. On peut réduire d'à peu près 30 la consommation d'électricité dans le résidentiel avec des mesures rentables en 5 ans au moins. Donc, le potentiel est là. Les gens ne réalisent pas l'étanchéité, l'isolation, les thermopompes. Là. C'est la première chose à faire. Ah, puis ça, là, c'est là qu'on constate là, l'absurdité de la situation. Là, tu parles de négawatts. Ben, quand on a lancé la campagne pour un débat public sur l'énergie, ben, Jean Paradis, Jean le Paradis, papa de négawatts, hein, ben, on travaillait ensemble, puis euh, on faisait valoir, bon, lui faisait valoir l'aspect technique là, de la conservation de l'énergie puis de l'efficacité énergétique, puis Dieu sait qu'il était solide, puis qu'il était bien ouais, documenté. documenté. Bon, ben, il a fait un excellent travail, mais ça n'a pas été long qu'on a essayé de le tasser puis de faire oublier qu'on avait cette filière-là devant nous autres. Là. Oui, parce qu'ils ont réussi à mettre à Béchouane, ils ont empêché Hydro de mettre un grand barrage sur cette rivière patrimoniale-là, parce que La celle chouette mouchoine. la Chouette-Mouchouane à Métabetchouan, excusez, oui, Ouais. merci. Et
5000 personnes avaient signé une pétition dans un petit village du lac Saint-Jean. Ça avait fait réagir. Puis là, ils ont reproduit leurs économies d'énergie, d'eau et d'essence. Après un an, il y avait au-delà de 70 de taux de rétention. Les gens vraiment avaient changé leur comportement. Puis ils l'ont reproduit à Laval et à Québec. Ça a été Ouais. extraordinaire. Pour moi, c'était un crime de ne pas avoir reproduit ça. C'est là qu'on voit la force des lobbies, OK? Et qu'on voit aussi là, le double jeu de nos politiciens. Hein? Ils sont souvent là à nous dire oui, oui, oui. Que tu regardes au fédéral ou au Ah, c'est provincial, grave. tantôt on a parlé du fédéral, mais le provincial, là, bon, le ministre Chevrette peut, pas Chevrette, le ministre Charette, pardon, peut arriver et dire on a hérité d'un dossier complètement tordu là, des libéraux, parce que c'est vrai que sous les libéraux de Jean Charest et de Philippe Couillard, on a fait à croire qu'on avait atteint les objectifs de Kyoto. Même Stephen Guilbeault était là à la télé pour nous dire comment on était bon et qu'on était fin, mais on n'a jamais atteint les objectifs de Kyoto. Et là, Charest peut, mais c'est choquant, oui, il peut dire qu'il a hérité d'un dossier cochonné par l'ancien gouvernement, mais ça ne lui donne pas raison de rien faire. Non. Et là, tu parles de Benoît Charette, ministre de Ouais, l'Environnement, au changement climatique québécois, qui a ouais. hérité de la patate chaude de l'esquisse énergétique. Donc, le ministre Fitzgibbon, économie, innovation, énergie, lui veut construire des barrages, des grandes éoliennes, c'est bon, mais euh, le ministre qui a le moins de pouvoir, c'est Charette. Lui, il ne va pas empêcher les grands barrages, puis des milliers. Euh, Normand Mousseau me disait ça va être 3000 et plus éoliennes géantes. Moi, je ne veux pas ça dans ma cour. Là. Ben, là, bon, il y a toutes sortes de chiffres qui sont lancés, puis moi, je trouve tout le temps ça drôle quand on arrive avec des chiffres comme ça. D'abord, il n'y a pas eu de débat, hein? On ne sait pas. Il est en cours, là. C'est ça, il est en Consultation. cours. C'est une Et consultation. j'ose espérer que la logique va prévaloir. On y est arrivé en 88, là, puis le débat public a eu lieu en 94-95, et ça a orienté le Québec pendant un bon bout de temps dans une bonne direction. Tantôt, je disais que Bouchard et Caillé ont tenté de faire dérailler, on y reviendra si tu veux, mais oui, ils ont réussi à faire des dommages, mais ils n'ont pas réussi à nous faire perdre le cap, par exemple. OK? On le sait encore que c'est par là qu'il faut aller. Maintenant, il faut avoir du monde qui ont le courage et la dignité de dire les vraies choses. Et malheureusement, ben, quand tu rentres en politique, c'est soit la ligne de parti qui te fait taire ou, ben donc, trois petits points. Ouais. Euh, le gros problème pour Hydro, c'est la pointe, évidemment. Ça, c'est Ouais. quand il fait vraiment froid, là, à moins de -15, -20. C'est 80 heures par hiver, de 6 à 9 le matin, 4 à 8 fin de journée. Et autrement, on a des surplus pour le moment, on ne sait pas jusqu'à quand. Mais parlons de biénergie, parce qu'à l'AQLPA, vous avez milité contre les gaz de schiste. Le gaz naturel, vous êtes contre l'entente d'Hydro-Québec avec Énergie, j'imagine, au niveau de la biénergie. Ben non, pour la biénergie, vu qu'elle est déjà en place, puis il y a un long historique, là. Ça, c'est plate, là, parce qu'on a perdu la mémoire de ces choses-là, OK? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à un moment donné à promouvoir la biénergie et à promouvoir aussi l'achat de la Nouvelle-Angleterre des surplus d'énergie? Ben, c'est à cause de l'accord des pluies acides. C'est comme ça. Les gens ont oublié ça. Ben, c'est que là, si on avait suivi les idées de Caillé et de ces gens-là, on aurait bâti des centrales thermiques. Tu te souviens, en Oh, 98, le Caillé est arrivé avec l'idée qu'on devait bâtir 12 centrales au gaz le long des frontières avec les États-Unis pour leur fournir de l'électricité plus propre, puisque eux autres, en principe, se produisaient avec du charbon ou du pétrole, et que là, tout à coup, par magie, les centrales au pétrole et au charbon seraient disparues. Ben non, c'est pas de même, ça marche pas à tout. Une chance qu'on les a bloqués parce qu'ils s'en ajoutent toujours. On en élimine à peu près jamais des vieilles centrales. OK? Donc, ça, c'est la réalité. Alors, dans ce contexte-là, il était normal de penser que si on pouvait utiliser la biénergie pour déplacer la pointe, ben là, on pourrait y faire face. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Maintenant, là, il y a toutes sortes de jeux qui se font, mais c'est comme si on avait oublié l'histoire.
Justement, là, je te donne un scoop, là. Il y a un livre qui va sortir que j'ai écrit avec un journaliste bien connu qui va faire l'état des 40 ans de l'histoire de l'environnement au Québec et au Canada. Oh. Puis tout ça va être très bien documenté. On le voit. Et ça fait longtemps, je le dis, on marche par cycle. À tous les 10 ans, on revient comme en case départ. Il faut que quelqu'un rappelle que, hey, wow, 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 on était supposé de faire ça, on ne l'a pas fait, il faut le faire. Et ce livre-là, il sort quand? Puis c'est pas avec Louis-Gilles que tu le signes? Ouais, ben, ça va être à l'automne, puis c'est pas avec Louis-Gilles. OK. Ben, cet automne, en décembre, on fête le 30e anniversaire du magazine. Il faut que tu me donnes un extrait de ton livre. Promis, OK. promis. Bon, si on revient au gaz naturel, Jean-Pierre Finet et d'autres experts en énergie disent que l'entente entre hydroénergie, c'est pas bon pour personne, ni pour le climat, ni pour notre portefeuille. Énergir, qui est le nouveau nom de Gaz Métro, veut nous faire payer pour un gaz naturel propre, puis ils ne peuvent même pas garantir il y en a combien de ce Ouais, gaz mais naturel-là qui vient encore là, de la André, décomposition des déchets. encore là, André, là, il y a vraiment un paradoxe là, qui me choque vraiment. OK? Parce que là, on jette le bébé avec l'eau du bain. OK? Bon. Là, on sait, on a mené la bataille contre les centrales au gaz. Hein, il y en avait 12. Heureusement qu'on en a planté 11 sur 12. Il y a celle de Bécancour qui est toujours là. On y reviendra tantôt. On a planté les ports méthaniers. Hein, supposé qu'on manquerait de gaz, on avait besoin de l'importer, mais moi, j'ai toujours dit que c'est pas vrai. L'idée, c'est que ces ports méthaniers-là pourraient servir aussi à exporter parce qu'on voyait venir les gaz de schiste. Hein? Bon. Alors, toute cette filière-là, c'était basé sur l'utilisation des gaz de schiste qu'on appelait gaz naturel. OK? Ben, c'est pas. Là, il faut sortir de cette nomenclature-là. C'est du gaz de schiste, gaz non conventionnel. Et oui, on en utilise beaucoup parce que tout le gaz qu'on a présentement sur le marché, 99 ou 98 du gaz qu'on a sur le marché, c'est du gaz de schiste. Par contre, les défenseurs de la rectitude ont planté la production de GNR sous prétexte que ça ne marcherait pas, que si, que ça, n'importe quoi. Nous, ça fait depuis 2004 qu'on en fait promotion. Ça fait depuis 2004 qu'on entend n'importe quoi. Bien, ce qu'on voit, c'est que notre consommation de gaz importé, de gaz de schiste importé, continue à augmenter. Et là où on aurait pu faire une différence, parce que je le dis encore avec la plus grande assurance aujourd'hui, chaque mètre cube de GNR produit et consommé au Québec, c'est un mètre cube de gaz de schiste qu'on a évité. Oui, alors si on définit un peu le gaz de schiste, c'est du gaz naturel dans le sens qu'il est dans le sol, mais ça Ouais. pollue énormément. J'ai déjà parlé à un géologue qui me disait impossible que ça pollue la nappe phréatique. Ben, cet expert-là qui en connaît plus que moi, il s'est trompé par rapport à mon intuition. Mais là, le GNR, tu parles de gaz naturel renouvelable. Ouais. Ça, c'est les sites d'enfouissement. Il y Ben a du oui. méthane qui s'échappe naturellement qu'on peut capter. Mais là, Ouais. Énergie ne peut pas nous dire si c'est 1 5 en ce moment de ce qu'ils livrent, mais ils promettent de livrer 100 Ouais, mais de GNR. le problème vient de l'opposition complètement, tant qu'à moi, complètement absurde de gens qui disent représenter le mouvement environnemental. Mais ce n'est pas des écolos. C'est des questions dogmatiques, de principe. On ne veut pas de gaz. Mais Ouais, là, il faut sortir des dogmes. ouais. Hey, l'exemple que je peux donner, là, il y a des feux de forêt incroyables de ce temps-là. Est-ce que ça empêche les forestiers d'utiliser le feu pour combattre le feu? Non. On le fait dans tous les feux de forêt. Il faut être capable de faire la distinction. Si on utilise le GNR à bon escient, je vais te donner un très bon exemple, OK? Il reste une désespoir de centrale thermique qu'on n'a pas pu faire abandonner, celle de Bécancour. Est-ce qu'elle a OK? roulé les dernières années? Oui, la centrale thermique à Bécancour a été bâtie en 2008. OK? Elle a Elle n'a pas commencé à roulé pendant des fonctionner. années. Ouais. Et pendant de 2008 jusqu'à, je pense, il y a 2 ans, on payait 150 millions de dollars par année pour qu'elle ne produise pas. OK? Et là, tout à coup, arrive le projet de batterie électrique, de batterie, c'est-à-dire pour les véhicules électriques de GM à Bécancour.
Et là, on apprend que ben, pour cette usine-là, on va avoir besoin de gaz. Elle va rouler sans arrêt. Bon, ben là, c'est quel gaz qu'on va prendre? Le gaz de schiste importé des États-Unis ou de l'Ouest canadien ou le gaz de schiste qui est direct en dessous de la centrale de Bécancour? Ou, si on était un peu logique et qu'on regardait la réalité en face, ben quand tu es à Drummondville, là, pas à Drummondville, je veux dire à Bécancour, tu as Drummondville à côté, tu as Victoriaville là, tu as Trois-Rivières là, Beaucoup trois de... grandes municipalités où il y a des méga dépotoirs qui émettent des quantités phénoménales de méthane. Ouais, Et en plus, on se trouve en plein milieu du cœur agricole du Québec. Ben, ouais. on pourrait facilement dire on n'en veut pas de gaz de schiste, ni des États, ni du Canada, ni du sous-sol québécois. On peut bâtir l'usine et utiliser le GNR. Ben, c'est clair, tu as raison. Le méthane qui s'échappe d'un site d'enfouissement, c'est par la décomposition des matières organiques, comme notre bouffe qu'on ne composte pas localement. C'est le même méthane qui va être émis si on brûle ce gaz-là. Il n'y aura pas plus d'impact sur la Ben, planète. au contraire, Le on va climat. aller, André, on entre, si on va vraiment dans cette logique-là, on entre dans la possibilité d'être carbo-négatif. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu élimines les émissions de méthane des sites d'enfouissement, elles ne sont pas toutes captées, là. Bon, il y en a dans les principaux, mais bon, c'est vendu après ça, soit pour des industries ou soit sur le marché américain, mais pas sur le marché québécois. Ben, si on forçait ces entreprises-là, je pense au méga-site de Saint-Nicéphore à côté de Drummondville, ben, juste les émissions de méthane de GNR, parce qu'il n'y a pas juste du méthane, il y a du biogaz, là. Tu as le biométhane et le biogaz, le biogaz étant un gaz moins bien épuré que le biométhane. Ben, si on prenait juste ça, là, ben, on aurait la majeure partie de la consommation de l'usine déjà de rencontrer. Donc, c'est complètement absurde de dire on va s'opposer au GNR sur des questions de principe, puis on arrive avec n'importe quoi. Hey, j'entendais des gens nous dire que si jamais on s'en va pour produire du GNR, on va brûler nos forêts pour ça. On n'a pas besoin de ça, mais pas partout. Il y a assez de cochonneries des sites d'enfouissement pour les 200 prochaines années. On n'a pas besoin de toucher aux forêts. Mais explique-moi comment on serait carbone négatif. C'est qu'on ne brûlerait pas du gaz de schiste, puis on émettrait de toute façon le méthane qui aurait été émis par le centre. Ben, c'est que le méthane qui aurait été mis par le site d'enfouissement, en étant brûlé, se transforme en CO2. Donc, comme le méthane est Contribue pas. 80 fois, Ah, OK, ça ne contribue pas au changement climatique quand on le brûle, ce méthane-là. ben, ça réduit. C'est que là, le méthane est 80 fois plus puissant que le CO2 comme gaz à effet de serre. Quand tu le brûles, il se transforme en CO2. À Et 100. là, ouais, c'est ça. Et là, ben, tu as une utilisation précise, OK, que tu peux calculer. Ben, sinon, si tu fais juste le brûler avec les torchères, comme on voit un peu partout, ben oui, tu élimines du méthane, mais tu continues à gaspiller du gaz de schiste, à utiliser du gaz de schiste quand tu pourrais le remplacer par lui, parce que de toute façon, il faut le brûler. Vraiment intéressant. Mais là, comment est-ce que Énergie peut garantir de plus en plus de GNR? Ils prétendent que leurs nouveaux clients vont juste avoir du gaz naturel renouvelable de ces sites d'enfouissement-là, qu'en ce moment, ils ne peuvent pas garantir le pourcentage qui serait de 1 à 3 je pense, dans le Oui, mélange. ben là, le gouvernement a obligé là, 10 pour 2030. OK? Et là, C'est un c'est début. là qu'on arrive dans une situation complètement cacophonique. L'opposition vient de gens qui sont à tout craint contre le GNR, mais qui ne réalisent pas qu'en faisant ça, tout la porte au gaz de schiste. Parce que veut pas, là, le monde ne va pas arrêter de rouler parce que là, on ne veut pas de GNR. Hein? Ouais, Et ouais. ça va rouler, puis ça va brûler. Ah, c'est Bon, vraiment important ce que tu dis là. ouais. Là-dessus. Donc, la possibilité de vraiment s'en départir, là, de réduire notre consommation de gaz de schiste, ben, elle passe par l'utilisation du méthane qui, malheureusement, est émis dans chaque site d'enfouissement. Bon, là, j'ai entendu aussi des solutions qui disent ouais, mais on n'a rien qu'à composter. Ben, hey, ça fait 30 ans que personnellement, j'entends parler de compostage. Je le fais chez nous depuis 35 ans et
malheureusement, ça ne fonctionne pas. Il n'y en a pas de remède universel. On le sait, c'est une des grandes leçons de l'environnement. Tu n'as pas un remède pour tout. Tu as bien des problèmes, puis pour chaque problème, tu as une solution que tu dois développer et mettre en place. Et ça demande un effort de réflexion que malheureusement, on n'est pas prêt à faire, j'ai l'impression. Moi, on m'a expliqué que même si les camions qui ramassent nos déchets organiques roulent au diesel, c'est plus efficace de composter industriellement. Il y a moins d'émissions que si tu le fais mal à la maison, c'est ça? Ben, on entend toutes sortes de choses, mais moi, je veux dire, je connais des sites industriels de compostage où ça ne marche pas. Ah ouais? Le discours est beau, tout est bon. Mais viens faire un tour à Saint-Henri de Lévis pendant des décennies. Ça a été une catastrophe totale. Ça a été en cours, ça n'a pas de bon sens. Puis le principe même du compostage industriel suppose que chacun des acteurs va agir de façon impeccable à tous les niveaux. Ben, quand tu retrouves là, des alternateurs, puis des sabots de frein, puis je ne sais pas, des bouteilles dans le compost, là, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job comme il faut quelque part. Là. Ben là, ça ne marche plus, ça, pour composter. Là. Je ne sais pas que ça donne, moi, un composteur. Pas un composteur, mais un alternateur composté. Ouais, ben moi, j'ai longtemps composté chez nous à Saint-Adèle. Pierre Morancy, comment il s'appelait, c'était sa Ben cloche. oui. Puis c'est de le brasser, hein? Il faut qu'il soit Ouais. arrosé, brassé, des bonnes couches brunes et noires et tout ça. Mais là, j'ai un bac brun, puis donc je le mets là, mais tu es en train de me dire que si on composte à Churchill, la première usine au Québec, c'est toujours pas efficace, c'est pas garanti que ça va être du bon Ben, compost. il faut donner une chance aux coureurs. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas pantoute. Ça veut dire qu'en règle générale, on ne fait pas le travail de façon soigneuse. On lance l'idée, on lance, c'est comme la grosse affaire à la mode, on va être le premier à produire, mais on le fait aux dépens de la rigueur qu'on devrait appliquer quand on dit qu'on veut faire quelque chose pour l'environnement. C'est pas juste de le dire, hein? L'action prouve la pensée. Si ça marche l'affaire, on devrait pouvoir le voir, le compter, mais on ne le fait pas. C'est comme dans bien des affaires. On regarde, là, il y a trois commissaires au développement durable et à l'environnement au fédéral qui, depuis 2016, ont dit que le Canada a volontairement fait échec à ses propres engagements. Il n'a pas mis l'argent en place, il n'a pas mis les mesures. Ben, ça fait 30 ans que ça dure. C'est ça qu'on a à vaincre, là. Cette espèce de cinéma pour faire croire à tout le monde qu'on est fin et qu'on veut bien faire. Et faisons-le la job. Parce qu'à partir du moment où on l'a fait, là, c'est pareil comme. Bon, je reviens à l'exemple, là. Quand M. Parizeau voulait 22 centrales nucléaires, ben, il y a bien du monde qui disait voyons, c'est impossible, on ne peut pas faire autrement, on n'est pas capable de bâtir les barrages, tout ça. Il y a plein d'histoires qui nous disaient qu'on n'était pas assez bon pour faire ce qu'on a fait. Ben, René Lévesque, Robert Bourassa, on pensait qu'au contraire, on était capable, nous, les Québécois, de faire notre part et on est devenus les meilleurs. Ben, c'est ça. Il faut que tu commences en te disant bon, ben, OK, on veut régler le problème, soyons honnêtes, agissons de façon déterminée et surtout transparente. Parce Ouais. que quand les portes sont fermées, là, pas sûr que ça marche. Non. Mais juste pour revenir au compostage municipal ou régional, moi, je vivais à Saint-Donat au début des années 90 quand l'usine de Churchill a ouvert. Au début, la CCST a mis la clé parce qu'il y avait tellement de poussière dans l'air pour les travailleurs. Mais tu n'es pas en train de nous dire qu'on ne peut pas faire confiance au compostage municipal ou régional? Non, non, c'est ça. Le principe fonctionne. Mais c'est comme dans n'importe quoi, là. C'est comment tu le fais. C'est Est-ce que pas le juste de dire on est d'accord avec le compostage, puis on ferme les yeux, pour on laisse faire n'importe quoi. Non, non. Si c'est bien fait, c'est une solution, mais c'est pas une solution universelle. Ça peut pas marcher partout tout le temps. Il y a des secteurs où c'est plus compliqué. Alors, il faut être capable de penser penser qu'il y a plusieurs solutions applicables dépendant des contextes. Mais est-ce que le ministère de l'Environnement mesure assez les émissions des centres de compostage régionaux pour savoir si ça fonctionne? Hmm. Pas sûr. Les dernières fois que j'ai posé des questions au ministère de l'Environnement, je dois dire que c'était désolant de réaliser qu'ils n'ont plus les moyens. Ils n'ont OK? plus d'inspecteurs, hein? Il n'y a plus d'inspecteurs, il n'y a plus de budget.
Bon, on a des budgets qu'on envoie dans la lutte au changement climatique, mais on ne sait pas trop où l'argent va vraiment. Mais pour ce qui est des missions normales, habituelles, autres du ministère, ben, il y a moins d'inspecteurs, il y a moins de budget, il y a moins d'équipes. Donc, tout ça nous amène dans une situation que, oui, en parole, tout a l'air beau, mais quand tu vas sur le terrain, ben, tu te rends compte que, oups, attends un peu, là, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Nous, on l'a vu avec l'histoire des gaz de schiste. Si tu me permets, ça vaut 1 million. OK? Dans la bataille des gaz de schiste, on a fait voir, on a fait comprendre que c'était faux. Il n'y en a pas de puits de gaz de schiste qui ne fuient pas. Tous les puits fuient. OK? Bon. Puis dans l'air, du gaz qui sort dans l'air, puis Ouais. Puis il peut sortir soit de la tête du puits ou du terrain en entour. Parce que quand tu as fracturé le terrain, ben les fractures que tu as faites, là, ils peuvent aller n'importe où. Là. Hein? Bon. Ben ça, c'est quoi je voulais dire avec ça? Oups là! Le gaz de schiste. Ah oui, c'est ça. Là, nous, on a démontré que tous les puits fuient. Maintenant, on a dit, on sait, si tu t'en vas dans l'Ouest, là, puis tu regardes, partout où il y a des puits, il y a une pancarte qui est marquée Poisonous Gas, H2S, OK? Parce qu'il y a des gaz qui fuient, non seulement le méthane, mais le H2S. Alors là, il y a partout des indicateurs pour nous rappeler que c'est dangereux, ces puits qui fuient là. Ben, nous, on a posé la question au Québec. Hey, attendez un peu. OK, on n'est pas comme l'Alberta, on en a moins. Mais qu'est-ce qui arrive avec nos vieux puits qu'on a abandonnés depuis longtemps? Ben là, le ministère nous dit tout est beau, on a tout vérifié, il n'y en a pas de problème. Ben, on a été quelques personnes, Serge Fortier, Marc Brulman et moi, à dire ben, on va y aller sur le terrain, voir si c'est vrai. Ben, nous, on s'amusait à mettre le feu aux têtes de puits parce qu'il y avait du méthane qui sortait partout, ce qui contredisait totalement ce que le ministère avait dit. Serge Fortier, le jardinier. Oui, oui. Ah oui, on a mené la bataille des puits qui fuient ensemble. On avait bien du plaisir. On a fait des barbecues, nous, sur le puits qui, en principe, ne fuyait pas à Sainte-Françoise. Ouais, il faut suivre ça. Si je reviens au gaz, donc, tu es d'accord pour 80 heures par année d'avoir la biénergie au gaz. Puis c'est pas des millions de foyers tout l'hiver. Mais qu'est-ce qu'on fait dans les régions où il n'y a pas d'énergie ne livre pas, puis le propane est rendu très cher? Est-ce qu'on peut aller, parce que la biomasse, elle est éligible au tarif biénergie. Et tu comptes la biomasse, le bois, les granules en période Ben, de regarde, je pointe? suis producteur forestier, OK? Je vis de ça. C'est ce qui m'a permis, là, comme écolo, de pouvoir tenir le coup, parce que c'est sûr que quand tu attaques les gouvernements, tu ne peux pas t'attendre à avoir bien de l'argent d'eux autres, puis on n'en voulait pas. Bon. C'est un chat de vie, mon André. Ah, mais, bon, ce que je dis souvent, le chauffage au bois, c'est un charme à la campagne. Mais en ville, c'est un drame. Il faut être capable de faire la différence. Non, c'est pas vrai, ça n'a pas de bon sens que tout le monde ait un poêle à bois en ville, ça ne marche pas. OK? Les Donc, villes ça, ne veulent pas c'est des interdire choix ça. qu'on a à faire. Mais même à la campagne, moi, j'ai une bien vieille maison, là, une maison 1860, qu'on a isolée le plus qu'on peut. Puis j'ai éliminé, parce que quand on est arrivé ici, il y a 35 ans, il y avait encore une fournaise à l'huile, ce qu'on appelait une annexe à l'huile. Ben, elle a pris de bord le premier jour que je suis rentré et on a mis électricité et chauffage au bois. Mais le bois, il vient d'ici. Hein? C'est pas du bois qui. Bon. Alors, brûler le bois que l'on produit, c'est moins pire, mais là, c'est toujours une question. C'est comme, au fond, c'est comme une caisse de bière, tabarouette. Si tu bois une bière ou deux pour le plaisir, ça va bien. Mais quand tu es rendu après 12, tu as l'air moins fin un peu. Mais après 24, là, on t'a pas y penser. Hein? Ben, Ouais. c'est ça. La modération, meilleur goût. Et c'est la même chose que le chauffage au bois. On ne peut pas chauffer au bois en ville parce qu'il y a déjà trop de pollution dans l'air. En rajouter, ça ne sera jamais bon. Mais en période de pointe, est-ce qu'on devrait interdire le chauffage au bois, sauf en période de pointe, tu sais, en banlieue où il y a des plus grands terrains? En banlieue, oui, c'est exactement ce que je te dis, André. Dans ce sens-là, la modération veut dire que dans les régions, on peut utiliser le chauffage au bois,
ben, surtout pas dans les petites municipalités. Là. Tu donnais l'exemple de Saint-Dauda. Je pourrais te donner les exemples des petits villages des montagnes ici. Ben, l'hiver arrive souvent que la boucane des poêles à bois reste trappée dans la vallée. Le Inversion village est dans prochaine. la vallée. Ici, tu es dans la montagne, ben, tu vois la boucane s'en aller, mais tu t'es pas affecté. Mais dans tous les villages, puis même à l'époque, le ministre Arcan, qui vivait à Saint-Sauveur, me disait, tu as parfaitement raison, André, les gros problèmes de smog, c'est pas juste à Montréal. Saint-Sauveur, c'est invivable l'hiver. Oui, Et, c'est fumé à l'horizontale. et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut être capable de faire des choix qui sont plus sélectifs. Là. Quelque part, ce n'est pas toutes les municipalités en région qui pourraient le faire sans problème. Imaginons que, par exemple, une municipalité de la grosseur de Victoriaville déciderait que tout d'un coup, elle encourage toutes les maisons à se munir d'un poêle à bois. Ben, il viendrait de créer un gros problème de pollution d'air. Oui, Hein? mais est-ce que le gouvernement et Hydro-Québec devraient subventionner les chaudières et les fournaises au bois pour la biénergie? Non. Le seul biénergie qui, quant à moi, pour le moment, est acceptable encore, c'est celle qu'on peut dégager parce que là, on utilise du gaz, OK? Donc, nous, notre position à Régie est simple. Il faut mettre un bouchon, un cap sur les importations. On ne veut plus importer de gaz de schiste, que ce soit de l'Ouest ou du Sud ou d'ici. Il faut arrêter d'augmenter la consommation, donc les importations, OK? Il faut travailler ensuite à réduire de plus en plus notre utilisation et ça peut se faire d'abord par l'électricité et les énergies renouvelables, sans parler du GNR. Et ce qui reste de non électrifiable, OK, parce qu'il y en a, ben c'est là que le GNR prend tout son sens. Une fois qu'on aura débarrassé tout ce qu'on peut de chauffage au mazout, au gaz, à tout ça, il restera toujours certains besoins. Ça va être vrai aussi pour les municipalités. Dans 20 ans, je vais probablement chauffer au bois encore une partie de l'hiver, mais globalement, il faut penser qu'on doit tout réduire ces sources-là et éliminer toutes les sources de combustibles fossiles. Ça, c'est la priorité. Ben, heureusement, le Québec a interdit l'installation de nouveaux systèmes de chauffage au mazout et le remplacement aussi des vieux systèmes en fin de vie. Il y a des subventions. Génial. Oui, il y a Chauffe et Vert pour des subventions pour les remplacer pour le tout électrique. Mais le gaz naturel, il n'est pas disponible partout au Québec. Puis Non, ben justement, le propane, justement, c'est un autre bon exemple, André. le propane Le est plus cher propane, là, que le bois. ouais. Le Non, propane, mais c'est plus cher regarde, que le le bois. propane, là, hein, il provient justement du raffinage du pétrole. OK? C'est un sous-produit du pétrole, surtout du pétrole bitumineux. Ben, Simonac, on est capable de mettre du biométhane dans des contenants de propane. Tu fais juste mettre le biométhane sous pression, puis tu fais ça. Et à partir de là, tu rentres encore dans ce que je viens de te dire, la carbonégativité. Tu viens d'éliminer des sources importantes de pollution d'air. Puis en même temps, là, on est otage de cette histoire-là du propane. Hein? Je te rappellerai, là, il y a 2 ans, la grève qu'il y avait eu là, des voies ferrées du CN, là, où on a manqué de propane. Les agriculteurs, là, ils criaient famine, là, ils capotaient, il n'y avait plus de combustible nécessaire. Ben, tabarouette, le biométhane, là, il y en a dans tous les tas de fumier, tabarouette. Ben, ça, c'est dans un monde idéal, mais d'ici 5 ans, je pense pas qu'ils vont mettre des milliards de dollars dans le captage du biométhane au Québec. Est-ce que la Ben, transition, ça serait pas de chauffer au granule ou au poêle EPA 2020, certifié super ben, quoi? c'est que chacune de ces solutions-là est valable dans un contexte particulier. Tu n'as pas de remède universel maintenant. C'est fini, ça, là. OK? Donc, il faut être capable de faire des choix. Et le biométhane et le biogaz a sa place. On doit l'utiliser. C'est la seule manière qu'on peut vraiment parler de trouver à, d'une part, réduire les émissions des sites d'enfouissement. Puis, c'est quand même, si je ne me trompe pas, 8 des émissions globales. Ce n'est pas négligeable. Là. Puis, comme c'est du méthane, le méthane est 80 fois plus réactif, ben, ça devrait être une priorité. On capte ça, puis on l'utilise intelligemment. Fait qu'on on fait disparaître le propane, puis là, on a du biométhane
en bonbonne comprimée et ça peut être livré partout, là. C'est même pas un problème. Puis y a-t-il des municipalités qui vont construire des centrales au biométhane prochainement? Ben, moi, j'en ai parlé avec plusieurs, là, parce que, comme tu sais, ça fait longtemps qu'on en fait la promotion. J'ai parlé à Québec. Québec considère la possibilité. J'ai parlé avec les gens d'Énergir aussi. Autant où on est farouchement opposé à toute augmentation d'utilisation de gaz de schiste, autant où on les encourage à être efficaces, puis à la régie, on ne les lâche pas, on les talonne, et à être courageux là, dans le développement du GNR. Parce que c'est sûr que là, sais, en arrière de tout ça, là, ben, il y a des intérêts qui ne veulent pas qu'on réduise nos importations. Hein? Puis ça, c'est très, très canadien. Ben, il y a quand même de l'espoir dans ce que tu dis, parce que c'est vrai que les nouveaux maires et les nouvelles mairesses plus jeunes, en bas de 50 ans, c'est là qu'on s'en va. Tassez-vous les vieux boomers là, qui ont détruit la planète. Ouais. Ben, c'est ça, les gens, tu sais, il y a aussi, puis là, je reviens à ta question de départ. Quand on a fondé la QLPA, pour nous, c'était évident que si on voulait assurer qu'on fasse des choix judicieux, des choix cohérents, ben, il fallait que les gens comprennent c'est quoi les problèmes, c'est quoi les solutions et qu'ils puissent s'exprimer. Nous, on n'était pas là pour laver le cerveau des gens. Je l'ai dit pendant 40 ans à toutes les conférences que j'ai faites. Nous, on est là pour vous apporter nos connaissances, notre opinion et on vous laisse maître de choisir. Vous pouvez penser que ça n'a pas de bon sens. Vous pouvez penser au contraire que ça a du bon sens. Mais tout ce qu'on vous demande, c'est prenez le temps de considérer ce qu'on vient de dire. Puis, si vous le jugez opportun, au moment qu'il faudra ou au moment opportun, vous pourrez émettre votre opinion. Bien, ça, là, ça a l'air de rien, André. Bien, moi, je le vois que là, il y a bien des choses qui ont changé. Hey, quand j'ai commencé en environnement, le recyclage, là, c'était zéro pin barre. Hein? Ben, aujourd'hui, on fait quand même une job pas payée. On sait qu'il y a du monde qui font toutes sortes de passe-croches. Ben, globalement, tout le monde est d'accord avec le recyclage. Ben, ça coûte Hein? tellement cher sinon. Ouais. Mais Donc, l'évolution, c'est permis. Le progrès est permis. Mais il ouais. faut toujours l'alimenter. Donc, toi, est-ce que d'ici 5 ans, tu penses qu'il va en avoir de plus en plus de centrales de biométhane et qui sont les politiciens qui sont intéressés? Ben, là c'est parce qu'on arrive ce que je pourrais appeler un point de rencontre qui va faire mal. OK? Parce que le gouvernement a mis l'obligation d'atteindre 10 de GNR. Sur le terrain au Québec, il y a plein de monde qui se sont opposés avec des arguments qui sont plus incohérents et fallacieux les uns que les autres. Ben là, présentement, Énergir est en train d'importer ce gaz, le biométhane des États-Unis. Et nous, on a fait des recherches. Ah, Malheureusement, c'est souvent des dépotoirs américains qui vont prendre, qui vont capter les biogaz, mais en même temps, ils prennent les déchets de la production des gaz de schiste qui sont enfouis dans ces sites-là. Fait qu'en allant pour l'importation de GNR américains, on encourage le gaz de indirectement, schiste. on encourage encore le gaz de schiste. C'est quoi les déchets de gaz de schiste qu'ils enfouissent? Ben, les bouts Il y a de de l'organique les là-dedans. bouts résiduels, là, La terre? les bouts de forage, là, tout ça, c'est ramassé et envoyé dans des dépotoirs. Ben, pas partout, mais dans plusieurs États. Dans l'Ohio, c'est comme ça. Tu as plein de produits chimiques toxiques là-dedans en plus. Ah ouais. Puis radioactif, n'importe quoi, là. Aïe, aïe. Donc, nomme-moi les politiciens intéressés par le GNR à court terme au Québec. Ben, curieusement, la CAQ, OK, ça a été assez difficile. J'ai eu des rencontres, bon, de vaincre les fantômes qu'on a créés, là, parce que, bon, il y a bien du monde qui disait, si on va pour la production de biométhane, on va raser les forêts. Ben, moi, je suis producteur forestier, puis je disais, ben, regarde, non. On va parler au présent, là. Présentement, nous rasons nos forêts, nous exportons des granules pour alimenter des centrales thermiques en Angleterre, aux États-Unis, ben un peu partout. Fait que lâchez-moi tranquille avec l'idée que parce qu'on produirait du biométhane, on raserait les forêts. Ça n'a même pas de rapport. C'est les déchets qui sont accumulés dans les sites d'enfouissement qu'on vise et les productions agricoles comme bon, le purin puis les fumiers. On a beau dire n'importe quoi, là, on ne les mangera pas. Là.
Puis c'est pas demain matin que ça va disparaître. Chaque tas de fumier, chaque tas de purin, c'est un émetteur de méthane. Donc, la logique veut que tout en réduisant tout ce qu'on peut réduire en termes de consommation, ben, qu'on canalise cette énergie-là et qu'on l'utilise à bon escient. Mais donc, le 10 que Québec impose de réduction de minimum de GNR en 2030, ça va amener des investissements dans des installations industrielles de Oui, comportement. là, il y a une course contre la montre là, parce qu'on a tellement perdu de temps avec des histoires qui n'ont pas de bon sens. Moi, ce qui m'inquiète, c'est là, on est vraiment sur ce dossier-là à régie. Ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'on contracterait des approvisionnements avec des États américains sur 20 ans, puis qu'on ne ferait pas le travail pour vraiment s'assurer qu'on s'en va dans la carbonégativité. Parce qu'à partir du moment où que tu puises ce biométhane-là d'un site qui accepte les déchets, les bouts d'épuration, si tu veux, ou de fracturation des gaz de schiste, ben là, ça ne marche plus. T'alimentes l'industrie gazière encore. Ben ouais. Donc, il faut que ça soit produit chez nous, vérifié chez nous par des gens indépendants. Tant mieux si Hydro-Québec qui le fait, tabarouette. Ben ouais, ben ouais. Il y a un autre dossier, tu sais, qui m'intéresse depuis 30 ans, c'est les champs électromagnétiques. Tu es le seul Et, écolo qui a eu le courage d'aller à la Régie du logement, de l'énergie au niveau des compteurs intelligents avec Stéphane Belinski, l'expert indépendant. Et là, bon, tout le monde en a. Il y a des gens qui se font débrancher aujourd'hui par Hydro parce qu'ils veulent conserver leur compteur à roulettes. Je pense qu'ils sont juste rendus 17 000. Parce qu'ils sont électrosensibles, on leur dit que le compteur non communicant émet pas, mais Hydro ne peut pas garantir. Il peut y avoir des émissions involontaires, mais il y a des techniciens qui changent les compteurs, qui ne sont pas des électriciens, qui ont eu des feux. La Corporation des maîtres électriciens dit ben, il faudrait inspecter les installations électriques aux 5 ans plutôt qu'aux 25 ans. Mais là où je veux t'amener, c'est les options tarifaires d'Hydro-Québec. Pour réduire la consommation en période de pointe, donc on veut avoir ILO. Et j'ai fait venir un expert, Tim Shukley, qui était secrétaire des comités ISO internationaux de normalisation en domotique, c'est un pionnier de la domotique du Colorado, qui est venu dire que c'est une farce les compteurs intelligents. Ces programmes-là, ça ne marche pas. C'est les compagnies d'électricité et leurs petits amis qui se remplissent les poches. Surtout, il n'y a plus d'humains qui vont lire les compteurs. Ils économisent beaucoup d'argent de ce côté-là. Mais que ce n'est pas vrai qu'on va réduire énormément la demande de pointe. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que Stéphane Belinski m'a dit, André, il y a des millions d'antennes 5G à Montréal. J'ai dit, pardon, comment ça? Il dit, oui, l'Internet des objets, c'est tous les nouveaux électroménagers ont des puces qui émettent, qui vont parler au compteur puis à votre cellulaire et tout ça. Et c'est du Wi-Fi 24 heures sur 24. Moi, il y a 10 ans, je ne connaissais pas tant d'électrosensibles que ça. Mais là, il y a plein de gens en santé qui disent qu'ils commencent à avoir des problèmes de mémoire, de sommeil, des acouphènes, des maux de tête. Ça joue sur l'humeur, la dépression, etc. Euh, Quelle est ta vision dans ce dossier-là de pulser et mettre des antennes sur des écoles, ma foi, sur les hôpitaux? ben, ça participe au même grand problème global. Là. On veut toujours consommer davantage, on veut toujours avoir davantage, là, que ce soit d'émissions de télé ou de bidules qui marchent tout seuls ou de n'importe quoi. Mais on est toujours dans la surconsommation. Et pour supporter cette surconsommation, on développe des bidules rapidement et que là, on nous présente comme inoffensifs, comme c'est des merveilles absolument incroyables jusqu'à temps qu'on se rend compte qu'il y avait un problème. Ben, le principe, là, puis ça, c'est le principe des vieux écolos, mettons, comme moi, là. Il y en avait des plus vieux, là, je pense à M. Dansereau, là, qui nous parlait, j'aime à le rappeler, d'austérité joyeuse. Ben voilà, on continue toujours à penser qu'on va pouvoir consommer davantage et qu'il n'y aura pas d'inconvénients. Ben, que ce soit avec les combustibles fossiles ou avec les autos ou avec les bidules, quels qu'ils soient, là, de 5G ou là, bientôt on va nous parler de 80G, je ne sais pas quoi, ben c'est ça, là, la fausse route. Là. On doit changer. Et pour changer, il faut commencer à s'habituer à réduire,
nos consommations là, individuellement parlant, là, puis faire des choix plus importants. Est-ce que c'est plus important d'investir dans le clinquant, dans la nouvelle télé 92 pouces, ou ben donc d'investir dans la santé, d'investir dans l'éducation? Personnellement, mon choix, il est fait depuis longtemps. La santé, là, c'est inestimable. Un char, t'auras beau avoir un beau char, un moment donné, il va être fini pareil, puis il va s'en aller à la ferraille. Bon, qu'est-ce qui est le plus rentable? Assurer la santé d'une population ou fournir les sites d'enfouissement avec de la cochonnerie? Exactement. Puis les gens ne comprennent pas. Je veux dire, si tu veux réduire ta consommation de pointe, tu veux avoir des thermostats programmables, thermopompes, étanchéité, des subventions Réno-Climat pour tout ça, puis chauffage au bois là où on peut. Euh, Puis c'est vrai ce que tu dis parce que c'est une business, l'Internet des objets, ça vend d'autres bidules, mais les gens ne réalisent pas qu'ils sont rendus que c'est 24 heures sur 24, que des micro-ondes pulsées, probablement cancérogènes, selon Linda Birnbaum, une des plus grandes toxicologues aux États-Unis. C'était qui, Dr. Birnbaum? Elle dirigeait le NIEHS, l'Institut national américain des sciences de la santé et de l'environnement. Elle est en retraite aujourd'hui, puis elle a dit réduisez les pulsations constantes des appareils sans fil. Et les gens ne savent pas que tout ça, c'est pour suivre notre consommation à toute heure du jour pour que l'industrie nous propose de nouveaux produits, des nouvelles solutions technologiques et que le sans-fil, c'est plus lent, c'est moins fiable comme connexion, c'est dangereux et il y a de risques de piratage en plus. Et donc, c'est des solutions qui n'en sont Ouais, pas. ben, moi, je Et peux te dire une affaire, André. Je suis heureux de voir le gars d'Hydro-Québec venir lire mon compteur encore de temps en temps. non Puis je disais, communicants, ouais, ouais. Puis je disais, moi, là, comme un ancien d'Hydro-Québec, parce que j'ai travaillé à Bégin, ben moi, je préfère voir des gens se promener puis venir lire le compteur, puis savoir que notre monde travaille, que de mettre des machines que on pense qu'ils pourraient. Puis là, tu sais, moi, j'ai toujours pensé qu'il y en avait un impact. Je ne sais pas, je ne peux pas le mesurer jusqu'à quel point, mais admettons qu'on pourrait penser que ça existe comme problème. Ben, pourquoi prendre le risque de ça quand on a juste à faire travailler du monde? Puis, bon, ces jobs-là, là, hein, qui se plaignait que quelqu'un vienne lire le compteur chez eux avant? Personne. Il n'y a personne qui a demandé est-ce que ces gens-là perdent leur emploi? non, c'est des humains très sympathiques. On voit juste une ou deux fois par année aujourd'hui. J'en Ouais. profite en terminant pour que les gens comprennent qu'on peut avoir les bienfaits du sans-fil à l'occasion, comme le gaz naturel en période de pointe. Là, si je vais dans un coloc puis il y a du Wi-Fi, je suis bien content, mais dans ma maison, je n'en veux pas de sans-fil. Il y a José Lévesque, qui est un technicien qui est tombé très malade parce qu'il mettait du sans-fil dans des commerces, qui vend des solutions comme les écouteurs pour le téléphone. Pas besoin de Bluetooth, qui est aussi dangereux, même le Bluetooth, même s'il est moins fort. Mais l'adaptateur est génial parce que tu peux avoir un téléphone intelligent ou une tablette branchée. Donc, tu navigues sur Internet sans Wi-Fi, sans Bluetooth, et ça fonctionne. Tu as juste à brancher ton appareil avec ça. Bien, André, en Fait que des conclusion, solutions, il y en a. il y en a. Puis lui, il a câblé mes 3 étages avec du câble Ethernet. Donc, j'ai même plus de téléphone sans fil. Moi, je veux terminer sur les 9 vies d'André Bellet et de l'actuel PA. Combien de fois vous étiez au bord de la faillite parce que vous étiez avec ton courage, vraiment, je salue parce que l'industrie menaçait de vous poursuivre. Vous avez eu des poursuites. Où en êtes-vous rendu, la QLPA? Vous n'avez toujours pas fermé boutique? Ben là, on est sur le respirateur artificiel, je te dirais, parce que, bon, la vie étant escalée, hein, bon, je viens de fêter mon 69e, puis la maman de la QLPA, ma femme, Jocelyne Lachapelle, qui au départ était une bénévole de la QLPA Laurentide, et ben, la vie nous a unis, on est ensemble. Si ça n'avait pas été d'elle, là, probablement qu'on ne serait plus là. Puis, comme je te disais aussi tantôt, ben, il y a le fait que j'ai toujours pu m'appuyer sur la forêt. C'est un producteur forestier, j'ai quand même 275 acres de forêt. Fait que quand on menait une bataille, puis que bon, ça devenait bien difficile, généralement, on se ramassait avec des dettes que j'épongeais en travaillant dans le bois. Fait que je remercie de mon Dieu de m'avoir donné cette possibilité-là.
La QLPA est toujours là. Et là, ben, on va faire le bilan des 40 ans. Et ça, ben, pour moi, c'est un devoir de mémoire, là. Je te l'ai dit à quelques occasions. Ce que je remarque qui est vraiment désolant, c'est qu'à tous les 10 ans, on revient comme à la case départ. Ben, le livre va s'intituler Sur les ailes de l'aigle, ben, va nous rappeler justement toutes ces batailles-là qu'on a menées, toutes les victoires qu'on a obtenues et tous les rendez-vous manqués. Et là, ben, en espérant qu'on regarde l'avenir avec vraiment la détermination, parce que là, on n'a plus le choix. Là. La crise climatique, là, maintenant, autant je me faisais traiter de fou de n'importe quoi dans les années 80 quand je parlais de ça. Après ça, je me faisais traiter dans les années 90 de flyer. Après ça, est arrivé la mode des jovialistes où il ne faut pas trop s'en faire avec ça, ça va bien se régler tout seul. Ben là, aujourd'hui, là, on est dedans. Là. On est dans la merde jusqu'aux oreilles. Fait qu'on va s'en sortir avec en se servant de notre tête ou alors on va se rentrer la tête dans le sable? Ouais. Ben moi, je dois dire que l'AQLPA est un des seuls groupes écologistes dans les gros là, qui n'a pas été un petit peu, disons, mis de l'eau dans son vin pour plaire aux grands donateurs institutionnels ou industriels. Et donc, j'encourage les gens, puis je t'envoie mon don d'ailleurs tantôt. Je ne fais pas souvent des dons, j'en ai donné pour l'Afrique, des choses comme ça, mais au niveau environnemental, c'est vraiment la QLPA, mon Je te premier. dirais, André, et ça a été partagé par tous les membres de la QLPA depuis notre fondation. On a toujours dit, nous, on ne fera jamais de compromis pour obtenir de l'argent. Si les gouvernements veulent travailler honnêtement et de façon transparente avec nous, on va être partenaire. On l'a déjà été. Mais jamais on va pour obtenir de l'argent, jamais on va taire un problème. Et ça, ben, on s'est fait des ennemis, mais on s'est fait des amis aussi. Je pense au ministre Lincoln, au ministre Paul Bégin. Il y a plusieurs ministres de l'Environnement qui ont bien fait, mais qui ont été mal reconnus parce qu'ils étaient moins vedettes que d'autres, mais qui ont fait le travail. Bon, on ne s'est pas gêné de collaborer avec ces gens-là. Puis aujourd'hui, ben, je suis capable de dire, oui, avec le ministre Lincoln, on a gagné la bataille des gaz de schiste. Oui, avec le ministre Bégin, on a mis le premier plan d'action ces changements climatiques en place. Malheureusement, Bouchard et compagnie feront tout dérailler par la suite, mais il y a des gens qui ont des gens dans si on veut la sphère gouvernementale ou politique qui veulent bien faire. Fait qu'on doit les encourager, mais il ne faut pas faire de compromis. Et même Clifford Lincoln le disait, il a vu avec Stephen Guilbeault, parce qu'ils étaient tous les deux dans le Parti libéral, que Stephen, malheureusement, a fait tous les compromis pour avoir la job. Il a fermé les yeux pour plaire aux pétrolières. Ben, on voit aujourd'hui ce que ça nous a mené. On n'a absolument rien fait. Le Canada est maintenant un renégat climatique. Ben, André Bellil, on pourrait faire une autre heure facilement. Merci infiniment. Je te félicite parce que c'est important tellement ce que tu fais parce que on sait que quand on parle d'André Bellil, il va nous donner l'heure juste, comme sur le gaz naturel renouvelable. Je te remercie beaucoup de m'avoir instruit là-dessus, ainsi que nos auditeurs. Donc, à très bientôt, André. Ben, c'est un plaisir de te parler, André. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Il faut remettre ça. Ben oui.